Annie Desrochers, je suis professeure titulaire en sylviculture intensive et co-directrice de l'Institut de recherche sur les forêts de l'UQAT. Lynn Blackburn, je suis professionnelle de recherche à l'UQAT. Je travaille au campus d'Amos avec Annie Desrochers. J'ai un bac en bio. Bonjour, moi je m'appelle Jocelyn Groux. Je suis stagiaire à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Moi, c'est Émilie Taroux, je suis postdoctorat à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue au campus d'Amos sous la direction d'Annie Desrochers. Bonjour, Vincent Morin, je suis diplômé de l'UQAT depuis 2013. J'ai fait ma maîtrise en biologie sous la direction d'Annie Desrochers. Mon laboratoire est ici à Amos. Alors, ce qu'on voit ici, c'est les serres. Puis, en fait, dans mon laboratoire, on a deux grands axes de recherche. Le premier, c'est vraiment la sylviculture intensive ou la ligniculture. Donc, ligni, ça veut dire bois. Culture, ça veut dire culture. Donc, c'est la culture des arbres. Un peu comme on ferait de l'agriculture, mais en utilisant des arbres. Donc, les objectifs principaux, en fait, du laboratoire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les arbres poussent plus vite, pour qu'on ait le bois plus vite qu'on veut, selon les produits qu'on veut faire. Donc, au lieu d'aller en forêt naturelle, chercher de plus en plus loin le bois qu'on a besoin pour nos usines, est-ce qu'on ne peut pas le faire pousser sur des terres, par exemple, en friche? En Abitibi, on a beaucoup de terres en friche qui datent de la colonisation, où les gens ont défriché puis ont arrêté de faire de l'agriculture. Donc, on a beaucoup de terres en friche comme ça qui ne servent pratiquement plus, où qu'on peut relabourer pour faire la culture d'arbres au lieu de faire la culture de carottes, par exemple. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième aspect qu'on étudie au laboratoire aussi, c'est les liens racinaires qu'il peut y avoir entre les arbres. Ça, c'est un sujet qui est assez particulier parce que c'est quelque chose qui est pratiquement pas connu dans le monde. Puis quand on va faire des conférences internationales, on est beaucoup sollicité parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas étudié. Parce que les racines sont difficiles d'accès. On les voit pas, les racines. Donc, pour un chercheur, souvent, on va regarder, on va se promener en forêt, ça va nous donner des idées. Mais comment ça se fait que... Puis là, ça va nous donner des idées de recherche. Mais étant donné que les racines, on les voit pas, il y a moins de projets de recherche qui sont faits par les racines. La populiculture, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les cultures qui a trait avec des peuplements artificiels de peupliers. C'est entre la sylviculture, donc ce qui se fait habituellement en forêt classique, et l'agriculture, parce que la populiculture demande beaucoup d'entretien du début à la fin de la plantation. Pourquoi la populiculture a beaucoup d'intérêt? Parce que ça permet de produire beaucoup de bois en l'espace de peu de temps, donc maximiser la production sur de plus petites surfaces. On utilise des clones de peupliers pour leur capacité de grande production, et on essaie de maximiser leur production avec des interventions sylvicoles du début de la plantation, même avant la plantation, jusqu'à l'abattage. Donc on parle pour un peuplement de peupliers en populiculture d'une révolution, c'est-à-dire le temps que met l'arbre depuis la plantation jusqu'à l'abattage. Donc on parle de révolution de 15-20 ans. En gros, c'est à peu près l'une des seules espèces que le propriétaire ou le sylviculteur est capable de planter et de récolter à l'échelle d'une vie humaine. Les capacités de production des peupliers varient à peu près de 5 à 25 mètres cubes par hectare et par an en Amérique du Nord. Mais en Europe, sur certains sols et avec certains clones, on peut monter jusqu'à 45 mètres cubes par hectare et par an. Le bois de peuplier est utilisé beaucoup en Europe pour tout ce qui est emballage léger, donc boîte de fromage, par exemple le camembert, c'est du déroulage de peuplier, allumettes, cagettes. On l'utilise aussi pour tout ce qui est production de palettes. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une palette là. Donc tout ce qui est production de palettes. Et puis après, on l'utilise beaucoup en bois d'œuvre en fait, pour tout ce qui est du déroulage, puis contreplaqué. Après, ça s'utilise aussi en poutres lamellées-collées. Vous voyez souvent dans les gymnases des poutres là qui sont empilées. Donc dans la construction, soit architecture, ou des ponts aussi. Le peuplier se retrouve aussi dans les panneaux de particules. Le but des recherches est de promouvoir justement ce type de sylviculture-là parce que c'est vraiment aux antipodes de ce qui se fait habituellement en forêt d'épinette, en forêt boréale, où c'est une sylviculture vraiment beaucoup plus passive. On plante, on attend que ça pousse, il n'y a pas beaucoup d'intervention, mais comme je vous le disais, le peuplier demande énormément d'intervention. C'est vraiment de l'agriculture.
On est capable de produire du peuplier, comme je vous le disais, en 15-20 ans, peut-être tabler sur plus 20 ans en Abitibi, parce qu'on n'a pas encore amené des plantations jusqu'au bout de la révolution, jusqu'à la récolte, mais on va tabler à peu près sur 20 ans. Pour comparaison, un peuplement d'épinettes en milieu forêt boréale naturelle, ça va être 80-100 ans pour pouvoir produire un arbre commercial. Donc sachant que là le peuplier va être sûrement beaucoup plus gros que ce que va produire l'épinette. En Europe, l'exigence c'est à peu près une tige qu'on va abattre, à peu près c'est 1 m3, 1,2 m3 pour donner un ordre d'idée. Donc ce qui fait quand même des arbres assez gros, 30, peut-être 40 voire 45 cm de diamètre. L'objectif de la polyculture, c'est de privilégier la production de bois de forte valeur ajoutée, donc du bois d'œuvre. Et pour cela, il faut faire de l'élagage, c'est-à-dire couper les branches le long de l'arbre pour éviter la formation de nœuds et faire du bois avec des planches, donc avec des défauts, avec des nœuds apparents. Donc comme vous pouvez le voir, cette plantation, ici on se situe dans une plantation de 10 ans, qui a été plantée en 2004, à une densité de 1111 tiges hectares, ce qui fait un espacement entre les arbres de 3 mètres par 3 mètres. C'est à peu près le standard qu'on vise au Québec. Puis durant la vie de la plantation, il y aura sûrement une éclaircisse, donc une coupe qui va permettre d'éclaircir un peu le peuplement pour permettre aux arbres de gagner après en croissance et en diamètre. Donc vous voyez ici un arbre qui a été élagué, un beau tronc droit, à peu près 50% de feuillage. C'est à peu près ce qu'on vise à ce stade-là de la plantation. Le peuplier, en outre d'être utilisé pour du bois d'œuvre, est aussi utilisé pour la production de biomasse. Donc dans un style de plantation qui est complètement différente. On va planter là des peupliers vraiment très proches les uns des autres. Ça va s'appeler des taillis à courte rotation ou des taillis à très courte rotation. Donc on parle pour un taillis à courte rotation d'une récolte entre 6 et 8 ans, même 4 à 6 ans, puis des taillis à très courte rotation, on parle d'abattage de récolte à peu près tous les 2-3 ans. Donc le but c'est de produire énormément de biomasse dans un laps de temps très court, et on utilise des machines agricoles qui sont adaptées donc à ce type de cueillette, on va dire. Puis les arbres sont coupés et on appelle ça un taillis parce que c'est les rogers qui vont repartir et qui vont refaire d'autres branches. Et on peut faire 3, 4, voire 5, je pense, révolutions à partir d'une seule souche qui a été plantée, un arbre planté. Donc si on a comparé, entre autres, la croissance des plantations mixtes, comme si on a de l'épinette blanche avec du peuplier hybride, versus des plantations pures, juste de peuplier ou juste d'épinette. Parce qu'on a, souvent les forestiers vont dire, bon, ben, si on mélange le peuplier avec l'épinette, ben, la croissance de l'épinette va être réduite, le peuplier va nuire à la croissance de l'épinette et vice-versa. Mais on n'a jamais vraiment testé ce concept-là dans des plantations comme ici intensivement aménagées. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, premièrement, c'est que ici, pour accentuer l'interaction entre les espèces, on a planté ça à des espacements très réduits, donc 1 mètre entre les arbres. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que la productivité des épinettes, au moins les premières années, est meilleure que lorsque l'épinette est plantée seule. Et c'est la même chose pour les peupliers hybrides, parce qu'en fait, ils vont prendre la canopée, l'espace de la canopée sur 2 mètres au lieu d'1 mètre. Donc, on a des effets bénéfiques au moins au début de la plantation. L'autre chose aussi qu'on voulait vérifier, c'est est-ce que les plantations mixtes font qu'on enrichit le sol? Par exemple, souvent la litière d'épinette, c'est une litière qui est plus les feuilles que les aiguilles qui tombent, c'est plus récalcitrant. Souvent, quand on se promène dans une forêt d'épinette, il n'y a rien au sol, il n'y a pas de petites plantes. Puis on se dit, bien, c'est parce que c'est de la litière qui se décompose plus lentement, qui se décompose plus mal que la litière de feuillus. Donc, si on a voulu tester ça, donc ce que vous voyez en arrière ici, c'est un bac qui récupère la litière qui tombe. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a enterré des sacs de litière dans les plantations mixtes, dans les plantations pures d'épinettes et de peupliers, pour comparer la vitesse de décomposition des litières. Est-ce que ça se décompose mieux quand c'est mixte ou quand c'est pur, selon l'espèce qu'on va mettre dans le sac de litière.
Donc, depuis 2006, quand j'ai commencé à travailler au doctorat avec Annie toujours, j'ai étudié les greffes racinaires chez le pin gris. J'ai validé mon doctorat en 2010, puis depuis, je continue à travailler sur les greffes, comme vous pouvez le voir. Mais cette fois-ci, c'est plus sur le pin gris, mais c'est sur l'épinette noire et le pin rouge. Donc, on essaye de voir si ces espèces sont aussi capables de faire des greffes racinaires, donc des liens entre les racines, et voir si aussi ces espèces-là sont capables de communiquer entre elles, comme on l'a vu sur le pin gris. Donc, vous avez ici des beaux exemples de greffes, comme on peut le voir. Ça, c'est juste 2 sites, donc ce sont les greffes de juste 2 sites. Donc, on voit que l'épinette noire, à date, fait aussi énormément de greffes, comme ce qu'on a vu chez le pin gris. Donc, on regarde, on a été prêt à choisir des peuplements de manière aléatoire. On a déterré, on a escavé avec une pompe à eau, puis on a mis à jour les racines, puis on a ramené tout ça au laboratoire, comme vous pouvez le voir. Puis après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe les greffes pour savoir quand est-ce qu'elles se sont produites, pour après essayer de voir l'influence que ça a eu sur la croissance des arbres. Par exemple, si on voit qu'il y a eu une greffe en 1970, après on retourne sur des galettes qu'on a prises à la base des arbres, puis on peut voir si la croissance des arbres était influencée à partir de 1980 ou 1970. Est-ce que ça a été tout de suite après la greffe ou finalement s'il n'y a eu pas d'influence du tout. Donc nous, c'est ce qu'on fait, on découpe des centaines et des centaines de greffes, on date des arbres, on date des greffes, on mesure la largeur des cernes de croissance. Sur le projet que nous, on a ici, on a escavé pas loin de 1000 arbres. Donc c'est quand même un gros projet. Il y a beaucoup de chercheurs qui veulent faire des collaborations avec moi et Annie parce qu'on a accès à une base de données qui est vraiment gigantesque puis qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accès à ça. Beaucoup de gens pensent qu'on sait finalement combien on a de racines dans le sol. Il y a beaucoup de gens qui disent tu regardes la partie aérienne puis tu as à peu près la même chose en partie racinaire. Tout ça, c'est des légendes urbaines. En fait, on se rend compte que ça dépend dépendamment des espèces, mais souvent la partie racinaire est beaucoup plus développée que la partie aérienne. Donc, au point de vue biomasse, on a plus de bois dans les racines que ce qu'on en a dans le tronc et dans les branches, souvent. Donc, on fait, vu qu'on a accès à toutes les racines, on a ramené des arbres en entier, des systèmes racinaires complets. Puis, on essaye de faire des relations entre la partie aérienne et la partie racinaire pour savoir, par exemple, un arbre qui ferait 15 mètres, il y aurait tant de mètres cubes de bois accessibles au sol. En ce moment, on parle beaucoup de bioénergie, puis d'essayer de trouver de la biomasse, que ce soit pour faire d'un poêle à bois, pour brûler chez vous. Nous, on permet d'essayer de savoir exactement, d'estimer exactement combien il y a de biomasse racinaire qui est disponible. C'est ça, grâce à nos techniques d'excavation, on est capable d'étudier beaucoup de projets, pas juste les greffes racinaires, mais beaucoup d'autres problématiques toujours liées au système racinaire. Dans la forêt d'enseignement et de recherche du lac du Parquet, nous procédons actuellement à une excavation hydraulique. Donc nous avions préalablement coupé des trembles. Puis c'est ça, on arrose le sol avec une pompe à eau pour être capable de dégager toute la terre, pour être capable de voir les racines. Donc on voit qu'on a coupé 4 individus. Puis là, ça fait déjà plus d'une journée qu'on a arrosé pour être capable de voir les racines. Donc comme on peut voir, entre la coupe et actuellement, on voit que la régénération s'installe déjà. Donc nous, en Abitibi-Témiscamingue, à l'UQAT, on procède essentiellement à des excavations hydrauliques parce qu'on a beaucoup d'eau, puis parce que c'est un traitement qui est non destructif. Donc en procédant avec des excavations avec les pompes Wajax, les pompes à eau, ça nous permet vraiment de voir les racines fines. Comme on peut le voir ici, là, toutes les petites racines sont là puis elles ne sont pas brisées. Versus si on faisait ça avec des pelles, en donnant des coups de pelle, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Donc on coupe les racines et on les découpe. Donc c'est vraiment le meilleur moyen pour être capable de voir nos racines, l'intégralité des systèmes racinaires sans les détruire. Il y a aussi des excavations à l'air qui se font, mais ça ne peut pas se faire sur argile comme nous ici en Abitibi. On est sur la ceinture d'argile, donc les excavations à l'air ne fonctionnent vraiment pas bien. Il faut vraiment avoir un sol sableux pour être capable de faire des excavations à l'air. Pour faire des excavations hydrauliques, on doit être au moins minimum 2 personnes. Une personne déjà qui fait partir la pompe. Il faut tout le temps une personne à l'extrémité pour être capable de tenir le boyau. Parce qu'on essaye de teindre la pompe le minimum possible. Donc ça prend une personne à chacune des 2 extrémités. Donc la première journée, avant de faire partir la pompe, il faut qu'on coupe les arbres. Parce qu'une fois qu'on déterre, qu'on enlève le sol, l'arbre il bougerait un peu trop puis il nous tomberait dessus.
Donc au préalable, on est obligé de couper l'arbre. Ça nous permet de pouvoir mesurer la hauteur de l'arbre, le diamètre, la longueur des branches. Puis ensuite, on procède à l'excavation proprement dite. Donc on place la pompe, puis on arrose. Puis en parallèle, si on est plus que deux, on se munit de râteaux pour arracher la végétation qu'il y a au-dessus, pour arracher la mousse. Ça part beaucoup mieux avec des râteaux qu'avec l'eau. Puis là, c'est vraiment un tout petit site de vraiment 4-5 arbres. D'habitude, on peut procéder à des excavations jusqu'à 100 arbres, des fois même 150 arbres par site. Donc là, tout dépendamment du nombre d'arbres, ça peut prendre entre 3-4 jours à 2 semaines d'excaver. Après, ça dépend aussi beaucoup de la pente. Vu qu'on arrose avec beaucoup d'eau, plus on va avoir une pente pour que l'eau s'évacue, plus l'excavation va être rapide. Parce que l'eau part avec tout le sol, justement, avec l'argile ou avec le sable. Donc plus on a une belle pente, plus l'excavation sera rapide. Donc on a mis jusqu'à 2 semaines maximum pour excaver un site, mais c'est vraiment des gros sites avec pas beaucoup de pente. Comme on peut le voir ici, l'excavation hydraulique est vraiment une méthode d'excavation non destructive. Donc, vous pouvez le voir, par exemple, on voit que même les petites racines fines, les petits cheveux sont encore là. Chose qui ne serait pas le cas si jamais on avait procédé avec une excavation à la pelle, voire même à l'air. Donc c'est vraiment la meilleure méthode pour être capable de voir les greffes racinaires, mais aussi de voir les racines. Il y a plein d'autres projets qu'on fait justement avec les excavations qui nous permettent justement, grâce à cette méthode-là, on pourrait estimer la biomasse de cet arbre ici, parce qu'on voit vraiment on a accès à vraiment toutes ces racines. Après, en regardant, on voit que là, c'est un site qui a été excavé peut-être juste quelques heures d'arrosage. J'ai dit plus d'une journée, mais c'est le temps de couper les arbres, de gratter, d'arracher la mousse. L'eau, on l'a arrosée vraiment pas longtemps, puis on voit quand même que les racines sont déjà quand même beaucoup dégagées. Puis en regardant un petit peu, on voit déjà des greffes. Donc on voit une greffe au niveau de ce peuplier-là. Donc on voit qu'il y a un autre peuplier qui est parti se greffer dessus. Donc là, c'est vraiment des greffes qui sont à la base. J'appelle ça des greffes de souche. En regardant ici, on voit qu'il y a une racine d'un peuplier qui passe en dessous de l'arbre. Puis en regardant un petit peu en dessous, on voit qu'on dirait qu'elle a l'air d'être greffée. Puis on voit que la racine, elle vient de loin. Là. Elle ne vient pas d'un arbre qui a été coupé ici. Elle vient d'un peuplier qui est là-bas au bout. Ça, c'est l'avantage des peupliers. Les peupliers font des racines qui s'en vont vraiment très loin. Puis une autre particularité du peuplier, c'est qu'une fois qu'on coupe l'arbre, des individus sont capables de pousser sur ces racines. C'est comme un bel exemple qu'on voit ici. Donc on voit qu'il y a plusieurs individus qui sont en train de pousser sur la racine. Ça, on appelle ça du drageonnement. Puis comme on le voit ici, j'ai beau avoir coupé les arbres, la végétation est déjà en train de prendre le dessus. On cherche à savoir si y a un dialogue entre deux arbres et si éventuellement il y a un transfert de ressources pour justement limiter l'effet de la notion qu'on avait justement avant, ce qui est la compétitivité. On peut justement dire maintenant que les arbres peuvent s'entraider. Ce travail-là, on a mesuré la hauteur des arbres, la distance d'une greffe par rapport à l'arbre le plus gros ou au plus petit pour voir justement réellement les effets. Il n'y en a pas que un, il n'y a pas que la croissance, on parle. On peut voir justement si par exemple la greffe elle est plus près du gros arbre, est-ce que ça va influencer une greffe qui est plus loin par exemple du gros arbre pour l'arbre qui est plus petit. Puis aussi, donc on regarde la croissance, ce qu'on appelle apicale, donc tout ce qui est en hauteur, et puis radiale, donc là en diamètre. Donc vous voyez ici, en fait, il y a eu fusion du cambium, hein, ça prend plusieurs années. Donc ça, c'est un phénomène qui apparemment, puisqu'on en a retrouvé quand même pas mal, est assez fréquent. Donc sur les sites qu'on est en train d'analyser. Donc ça, ouais, c'est quelque chose qui prend plusieurs années, en fait. C'est justement deux racines qui se rencontrent et qui justement avec l'abrasion, donc le vent, etc., ça crée justement des contacts entre deux racines. Puis avec la pression de la croissance qui est exercée, les racines elles n'ont pas le choix en fait, justement de se fusionner et justement de créer ce genre de phénomène qui est la greffe racinaire.
Alors ici, on est au laboratoire de dendro, qu'on appelle nous ici. C'est ici qu'on fait la préparation des échantillons. Donc, mettons qu'on fait des expériences en sylviculture intensive où on veut savoir qu'est-ce qui fait qu'une plante va pousser plus vite qu'un autre ou qu'un arbre. Quel traitement on peut faire pour que les arbres poussent plus vite. On va rapporter nos échantillons ici. On va mesurer la surface foliaire, la grandeur des feuilles, leur poids sec, leur contenu en sucre. On va tout faire, on va les broyer, tout faire en sorte qu'on puisse analyser les conditions physiologiques des plantes. L'autre chose qu'on fait beaucoup ici aussi, c'est qu'on fait de la dendrochronologie. Donc, c'est l'étude des cernes des arbres pour savoir ce qui s'est passé dans leur vie. Par exemple, à quel moment, si on utilise le système racinaire, à quel moment les racines se sont greffées, à quelle année l'arbre est né, est-ce qu'il a été affecté par des épidémies d'insectes, en quelle année, qu'est-ce que ça a eu comme effet sur sa croissance, pendant combien de temps, par exemple, une épidémie d'insectes va réduire la croissance des arbres. Ou si on fait des travaux d'éclaircie, par exemple, où on va enlever une proportion des arbres d'une forêt, quel effet ça a sur la croissance future? Est-ce que les arbres poussent mieux? Si oui, combien de temps? Quelle proportion? Donc ici, on va vraiment analyser les échantillons qu'on ramène de la forêt pour pouvoir voir en fait ce qu'on veut chercher. Je travaille avec, présentement sur un projet, c'est avec les épinettes noires, c'est l'estimation de l'âge réel. Mais nous, c'est en fonction de l'épaisseur de la mousse. C'est qu'on croit que plus il y a de mousse, plus il y a une variation, c'est que l'âge réel de l'arbre, c'est pas la vraie. Bien, ce qu'on fait, c'est que l'arbre, l'épinette est debout, on coupe les racines, on le dégage, on va couper les racines, puis on fait tomber l'arbre à terre. Fait que ça fait dégager la souche du sol, fait qu'on n'a pas besoin de forcer après puis de la déterrer. Fait qu'en ayant la souche dégagée, bien là, on prend la souche qu'on emmène au labo, puis le tronc, on va couper à tous les 1 mètre. On coupe une galette pour avoir à peu près l'estimation de l'âge, combien ça y prend de temps à peu près pour pousser de 1 mètre. Ça y prend 5 ans, 10 ans, tout dépendant de la température, des conditions de la météo et tout ça, bien, il y a des variations. Des fois, il pousse tranquillement, des fois, il pousse plus vite. Fait qu'on regarde ça avec le tronc. Puis, au niveau de la souche, c'est que ça, c'est une souche qui était enterrée. On l'a dégagée, on l'a apportée au labo, on a attendu qu'elle sèche, puis on l'a coupée à toutes les environ 1,5 cm, 2 cm. On l'a coupée, on la sable, puis après ça, on cherche des cernes caractéristiques. C'est qu'il va y avoir des petits cernes, des gros cernes, il va y avoir des cellules de gel. C'est que, mettons, pendant l'été, ça a gelé, il va y avoir des cellules qui vont éclater. Fait qu'on recherche ces caractéristiques-là tout le long de la souche pour arriver jusqu'au collet. Le collet, c'est où que la graine elle a été plantée, où qu'elle a tombé. La graine, il y a des racines qui sont parties, puis il y a le tronc, la tige qui est partie vers le haut, puis les racines vers le bas. Fait qu'on cherche l'âge jusqu'à temps qu'on arrive au collet. Puis quand on arrive au collet, là, on arrête, c'est fini, c'est que ça nous dit l'âge réel. Fait que, mettons, à 1 mètre, si on a pris une carotte, on a pris une galette à 1 mètre, puis ça nous indique que l'arbre, elle a 80, mettons, 100 ans. Bon, bien, en cherchant nos cernes caractéristiques, puis en s'en allant jusqu'au collet, tout dépendant, nous, on pense que tout dépendant l'épaisseur de mousse, ça va être, la différence va être plus grande. C'est que si, mettons, l'épaisseur de mousse entre 0 et 25, ça peut peut-être avoir, je sais pas moi, entre 5 et 10. Moi, je te fais une supposition parce que là, on n'a pas encore terminé. Mais mettons, entre 5 et 10 ans. Ça veut dire que si l'arbre s'entend à 1 mètre, bien, peut-être que dans le 0,25, il y a environ 105 ou 110 ans. Mais plus que la mousse est épaisse, bien, nous, on pense que la différence est beaucoup plus grande. Puis que ça peut aller jusqu'à 50, 75 ans de différence. Ça veut dire que l'arbre, s'il y a 100 ans à 1 mètre, puis que là, on a réussi à trouver le collet, bien, ça pourrait que l'arbre ait, en fin de compte, 175 ans. Fait que c'est ça le but de l'expérience qu'on fait avec l'épinette noire. Fait que nous, c'est vraiment en fonction de l'épaisseur de mousse. Des ingénieurs forestiers ou ils vont en forêt, ils prennent une carotte d'un arbre, puis là, ils disent, OK, ici, la plantation, le peuplement, il y a 75 ans, il est prêt à être récolté. Mais ici, en Abitibi, vu qu'on a de la mousse, ça fait plus de variations parce que la grille, dans le fond, est faite en fonction de ce qui est dans le sud. Fait qu'eux, ils n'ont pas de mousse comme ici, ils n'ont pas. Fait que quand il n'y a pas de cernes vraiment manquant parce qu'ils ont toute leur croissance à chaque année, ça va bien. Puis ici, vu qu'il y a la mousse, ils n'en tiennent pas compte.
Fait que là, c'est comme de venir dire, OK, bon, ben quand vous êtes en Abitibi puis qu'il y a tant d'épaisseur de mousse, ben là, c'est plus juste 7 ans qu'il faut rajouter, il faut rajouter 50 ans. Là, on a comme une expérience d'à peu près 10 ans derrière nous. Je crois que la première étape, en fait, c'était de voir est-ce que ces espèces-là, qui sont des espèces, on appelle ça des espèces exotiques, c'est pas des espèces qui sont ici naturellement, les hybrides, est-ce qu'ils peuvent pousser, est-ce qu'ils gèlent, est-ce qu'ils survivent à l'hiver? Deuxièmement, est-ce qu'on est capable d'avoir des taux de croissance rapidement? Puis troisièmement, ce qu'on a beaucoup étudié, c'est la façon de les mettre en terre. Comment on peut démarrer les plantations pour que la plantation pousse vite. Peut-être dans le futur, on va plus regarder du côté de la qualité du bois de ces plantations-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la forme des tiges, le produit, en fait, pour qu'on puisse mieux le transformer ou transformer en des produits qui ont une plus grande valeur. Fait que je pense que nos recherches vont naturellement s'en aller plus vers cet aspect-là. Au niveau des liens racinaires, la première étape de nos travaux, c'était de démontrer est-ce qu'il y a des liens racinaires, c'est quoi la fréquence, est-ce que c'est commun, est-ce que tous les arbres sont reliés avec leurs voisins. Puis je pense que la deuxième étape, ça va être de voir comment on peut adapter nos pratiques d'aménagement forestier en tenant compte de ces liens-là pour faire que nos forêts aménagées vont mieux pousser ou être plus productives dans le futur.